Maintenant, on va passer aux histoires métaphoriques et aux métaphores isomorphiques. C'est les plus, on va dire, les plus transformatrices des métaphores fermées, hein, donc celles qu'on va raconter. Et c'est celle en général où on s'autorise le moins qu'on s'autorise le moins à créer. Et pourtant, en fait, une fois qu'on y prend goût, vous allez voir que c'est assez facile. On arrive toujours à trouver des idées. Moi, c'est ça que je trouve assez génial. Donc là, l'idée, c'est de raconter une histoire sur mesure pour la personne accompagnée. Il y a plusieurs critères pour que ça fonctionne. L'histoire, il faut qu'elle soit simple à comprendre. D'accord? Il faut qu'elle respecte le système d'orientation sensorielle principal de la personne. Ça, vous aurez repéré un petit peu. Donc, dans votre façon de raconter, vous allez effectivement raconter plus ou moins en visuel, en auditif, en kinesthésique. C'est vous qui allez vous adapter à ça. Bah, il faut que ce soit une histoire agréable à entendre et à vivre, hein, tant qu'on y est. On ne va pas raconter un truc tout pourri. Il faut que ça suscite de l'émotion. Bah oui, quand même, il va se passer des choses. Ça va permettre d'emmener la personne dans une aventure intérieure. Ça doit avoir un début et une fin. D'accord? Pour que la métaphore isomorphique soit efficace, on sera discret sur les similitudes. On va éviter d'y aller avec nos gros sabots. Bon, des fois, on y va avec des sabots un peu gros quand même, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. C'est pas grave. C'est OK. D'accord? Tout notre travail ne repose pas uniquement sur la métaphore. Donc ça va, tout va bien. Il n'y a pas un enjeu terrible. Là. Il faut que ce soit parfait parce que ça va être la seule source de changement. Non, il y aura eu des suggestions directes, des suggestions indirectes. Il y aura eu plein de choses qui font que ça va être un plus. D'accord? Mais effectivement, moins le parallèle sera évident et plus ce sera efficace. Et évidemment, il va y avoir une portée symbolique importante. Et c'est là qu'on va y trouver le sens caché. Et ce sens caché, c'est lui qui va assurer la profondeur de la métaphore et son impact sur la personne. Cette histoire, elle va avoir un héros. Quand je dis un héros, hein, il n'est pas forcément héroïque, ce héros, mais en tout cas, un personnage principal qui va représenter la personne accompagnée, et autant que possible avec les mêmes métaprogrammes. C'est-à-dire que la personne, le héros de l'histoire va avoir les mêmes fonctionnements. Le même logiciel interne que la personne qu'on accompagne. Même si ça peut être un animal, ça peut être une femme alors que c'est un homme, tout dépend de ce sur quoi on va travailler. On va voir ce qui est important à garder, pas à garder, etc. D'accord? Le décor, lui, va représenter le lieu de vie de la personne. Quand on dit qu'il va le représenter, ça veut dire qu'on va y mettre des ingrédients similaires. Si c'est par exemple une personne qui se sent enfermée dans sa vie, qui est en plein contrôle de plein de choses, etc., peut-être que le château fort sera intéressant. Par exemple. Si c'est quelqu'un qui se sent seul, ce sera peut-être sur une île, je sais pas, ou dans un endroit un peu désertique. On va trouver en fait des éléments de décor qui vont coller à la représentation symbolique de ce que nous a raconté la personne de sa vie. D'accord? Les autres personnages de l'histoire, ils vont représenter son entourage. Alors peut-être qu'il y aura des ennemis, moi je sais pas, peut-être des gens méchants, peut-être des gens envieux, jaloux, et puis peut-être des gens d'un grand support. Et c'est peut-être pas ceux dont la personne vous aura le plus parlé, parce que la personne vous aura peut-être parlé de elle se sent pas reconnue dans son travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas machin. Mais quand vous avez creusé un peu dans l'anamnèse, vous vous rendez compte qu'il y a un grand soutien familial, par exemple. Ça vous sera utile. Alors, ce sera peut-être pas la famille qui sera soutenante, ce sera peut-être sous une autre forme, une communauté, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, les autres personnages, ils vont pouvoir représenter effectivement l'entourage. Le métier, les activités du héros, parce que métier, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans l'histoire qu'on va raconter, ça peut partir dans des trucs assez fantaisistes. Mais en tout cas, ces activités vont pouvoir représenter les activités de la personne. Moi, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui travaille dans l'informatique, qui a un bourreau de travail qui n'en peut plus, qui est au bord du burn-out ou qui est déjà dedans, et ben peut-être que
c'est, moi je sais pas, quelqu'un qui fabrique, des maisons, pour ses amis lutins, et qui veut que ce soit toujours parfait et il y a toujours de plus en plus de lutins et donc il faut construire de plus en plus de maisons. Je vous dis ça comme je vous dirais autre chose, hein, bien d'accord, hein. Mais la similitude, ça va être dans la construction, par exemple, dans le fait, moi je sais pas, quand je dis informaticien, tout dépend ce qu'il fait, hein. Informaticien ne construit pas toujours, mais si c'est quelqu'un qui construit des logiciels ou qui monte des ordinateurs, etc. En tout cas, on va trouver des liens, des transpositions effectivement entre l'activité de la personne et l'activité du héros. L'intrigue de l'histoire va représenter le problème. Eh ben, moi, je sais pas, hein, si ce gars il est au bord du burn-out, le lutin qui fabrique les maisons, il commence à être fatigué. Peut-être qu'il a mal un peu partout, quoi. Que ça tire. Alors peut-être qu'il n'est pas, hein, c'est peut-être pas là qu'il est fatigué, lui, mais peut-être que c'est son corps qui craque. Il a des tendinites à répétition, il a des douleurs, il a des machins, des trucs. Ok. Les obstacles ou les méchants, ça représentera les défauts de la personne. Parce qu'elle se met elle-même des bâtons dans les roues en général. Elle est assez forte à ça d'ailleurs. Et les réussites et les gentils, ça va être ses qualités. D'accord? Donc, globalement, on va tramer l'histoire autour de ça. Donc, ici, moi, il y a un truc que j'aime bien utiliser pour pouvoir construire l'histoire. Alors, à force, on peut le faire de façon plus intuitive, hein, mais au départ, pour construire, ça peut être intéressant d'avoir ça un petit peu en tête, c'est d'utiliser les niveaux logiques de la pyramide de Diels. Ce qui fait que l'histoire, elle va pouvoir monter niveau par niveau. Alors, on va reprendre un petit rappel des niveaux logiques, même si je crois qu'on l'a fait la dernière fois dans les croyances aussi, mais l'environnement, hein, qui fait référence aux facteurs qui sont des occasions ou des contraintes extérieures, le comportement, hein, donc la première question, c'est qui, hein, ou qui et avec qui pour l'environnement, hein, c'est la base, le décor. Le comportement, c'est les actions, réactions, donc c'est quoi, hein, que fait la personne. Les capacités qui concernent le savoir et les compétences, comment. Les croyances, les valeurs, qui répondent donc sur soi et les autres, hein, qui répondent à la question du pourquoi. L'identité qui détermine l'essence profond. Et le but. Hein, dans quel but, pour qui. Pourquoi on va passer par là? Parce que du coup, ça va nous aider à construire une histoire qui tienne la route. Ce qui fait qu'à partir de ces niveaux logiques, on va construire un scénario qui va devoir mener le héros de l'état présent à l'état désiré. Pour cela, on va inclure une structure de changement. En gros, la structure de changement, c'est comment on va aller pas à pas de l'état présent à l'état désiré. Pourquoi c'est important la structure de changement? Parce que si c'est juste une baguette magique, ben, ça ne va pas beaucoup aider la personne à trouver le comment il va faire. C'est-à-dire que si mon histoire, c'est que le lutin, il n'en peut plus et ben, il rencontre une fée qui met de la poudre et du coup, il n'a plus mal aux muscles et il peut continuer comme avant, ben, mon histoire isomorphique, là, ça ne va pas tellement nous aider parce que lui, moi, je ne sais pas, dans sa vraie vie, qui va être la fée qui va faire ça, ben, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il va falloir trouver d'autres solutions quand même, hein. Donc, quand on dit le comment aller pas à pas de l'état présent à l'état désiré, moi, je ne sais pas, peut-être que ce petit lutin, il va trouver quelqu'un qui lui dit « Ah, mais repose-toi, tu as besoin de repos ». Déjà, il va s'autoriser à, puis ça tombe bien, parce que d'autres lutins vont s'organiser pour continuer à construire des maisons pendant qu'ils se reposent. Je vous dis tout et n'importe quoi, hein. Et de se dire que quand même, ça lui manque, il a envie d'y retourner, mais du coup, il va peut-être faire autrement. Et peut-être que dans son... en fait, il s'est rendu compte qu'il y a des gens super doués là-dedans, il ne les avait jamais repérés, il n'avait jamais fait attention, que Lutin Bleu était super capable de construire des maisons et qu'il avait vachement envie de travailler en groupe. Donc peut-être qu'ils vont monter quelque chose à plusieurs. Ouais, là, puisque tu racontes, c'est toi qui donnes la solution. On est dans l'histoire métaphorique ou métaphore isomorphique, c'est la même chose. On est vraiment dans une structure fermée. Donc, c'est bien toi qui donnes la solution. Ou des solutions. Hein, tu peux lâcher des pistes, mais en tout cas, pour ce héros-là, il va y avoir un avant, un après, avec une structure de changement qui a fait qu'il a pu aller de A à B. Effectivement. En gros, ce qu'on cherche à faire,
c'est non pas nécessairement que la personne cale sa solution à celle que tu proposes, mais le simple fait qu'il vive l'histoire de façon transposée au niveau de son cerveau, ce qui va se passer, c'est ça, c'est que tu lui racontes l'histoire, du coup, il la vit, parce qu'on y met des émotions, on a mis tout ça, donc il arrive à se projeter dans l'histoire d'une certaine façon. Et ce que ça va créer, c'est que le chemin neuronal de la solution du lutin va lui permettre de transposer un nouveau chemin neuronal pour sa solution à lui, qui lui est propre. Donc, ce ne sera pas nécessairement la même, mais ça va lui permettre de transposer ça. D'accord ? Du coup, dans le récit de cette histoire, on va pouvoir utiliser beaucoup de techniques linguistiques qu'on a pu voir, où j'ai déjà vu parce que j'avais construit cette formation dans le cadre de la formation longue. Voilà, donc on va utiliser la dissociation. Évidemment, on parle du héros, pas de la personne. Hein. C'est pas vous, c'est le héros, là, Trucmuche, qu'on a nommé, etc., qu'on a pu décrire, on connaît sa vie, on connaît son histoire, enfin, plus ou moins, mais bon, voilà, on peut quand même commencer à s'identifier à ce personnage. On va pouvoir utiliser du langage non spécifique. Hein, n'hésitez pas à noyer le poisson dans tout un tas de généralités pour permettre à la personne de s'identifier plus facilement. On ne connaît pas tout de la personne, on ne sait pas quelles sont... Donc, il faut laisser de la marge dans ce décorum. Être à la fois, on peut vraiment être vraiment dans la description des émotions pour que la personne s'identifie, mais en même temps, vraiment laisser la place à ce que la personne puisse créer ses propres images, sa propre représentation mentale de cette histoire-là, parce que ça va être important qu'il puisse, ce qui va lui permettre de coller plus facilement. D'accord ? On va formuler les phrases de façon positive. Hein, on va essayer d'être toujours dans quelque chose de positif. On parle au subconscient quand même, même si sa conscience entend et écoute. On va proposer des choix illusoires. Hein, oui, peut-être qu'à un moment donné, le héros, il a le choix entre ça et ça. Bon, en fait, le ça et ça, la seule issue sera changée quand même. Il préfère prendre son bain maintenant ou dans 2 heures? Il préfère changer immédiatement ou demain? Ok. D'accord, donc choix illusoire, ça sera toujours utile. On va mettre des présuppositions, on fera des suggestions directes et indirectes, on va moduler la voix comme on sait faire. On peut faire du saupoudrage si on l'a écrit à l'avance, enfin, ou si vous savez faire en même temps, tant mieux pour vous. Moi, j'y arrive pas, mais si c'est une histoire que voilà, vous dites à pour telle personne, puis après vous pourrez jouer un peu, mais il se peut que vous ayez une structure que vous avez déjà écrite. Après une séance, vous allez dire ah merde, j'aurais dû, ce serait pas mal. Cette histoire-là, elle était bien, je vais la réutiliser. Ok, je l'écris, ajoutez du saupoudrage, jouez avec. Hein. On va y mettre de l'émotion, etc. Et la question des émotions est vraiment centrale pour embarquer la personne dans votre histoire. Parce que c'est ça qui compte. Hein. Donc là, d'une certaine façon, on lui raconte une histoire. Il ne s'agit pas... Si la personne elle a l'impression que vous racontez un truc lambda, un, ça ne la concerne pas, et deux, c'est pas très intéressant, et puis il n'y a pas d'émotion, effectivement, ça ne va pas bien marcher. Donc, du coup, c'est communiquer effectivement vos émotions, l'émotion du héros pour l'embarquer dans l'histoire, qui ressemble de la joie, de la peur, de la colère, de la paix, enfin ce qu'il faut, quoi. D'accord ? Et soyez du coup attentif à l'intention que vous mettez dans votre histoire. Forcément, c'est vous qui allez embarquer. Donc, c'est vraiment important. Soyez-y vous aussi, quoi. Racontez-vous l'histoire à vous-même. Pour Olivier Locker, dans une très bonne histoire métaphorique, il dit qu'il y a 7 niveaux de communication. Ça peut, hein, ça peut. Le premier niveau, c'est l'histoire qui est entendue par la personne. C'est l'histoire qu'on a racontée. Le lutin, il était fatigué, machin, nanan, et puis à la fin, il construit les maisons avec d'autres gens. Ouais, très bien. Le deuxième niveau, c'est l'aspect symbolique et isomorphique, le sens caché, le message, la solution. C'est ce qu'on veut faire passer, c'est tout ce qu'on aura planqué en fait dans cette histoire et qui est en relation avec l'histoire de la personne qu'on accompagne. Ça, ok. Le troisième niveau, c'est le scénario, la structure thérapeutique, donc comment changer. C'est le pas à pas là. C'est pas la baguette magique, c'est le pas à pas qui a fait que la personne, le héros, s'est retrouvé dans une situation où il s'est présenté plusieurs axes qui ont permis cette transformation d'aboutir. C'est vraiment toute la structure de changement, donc qui est très importante. Le quatrième niveau,
c'est les suggestions hypnotiques et tous les outils de l'hypnose, hein, tout ce que, voilà, les présuppositions, les yes-7, tous les machins qu'on va cacher un peu partout. Alors souvent, tout ça, on le fait en fait sans s'en rendre compte, hein. Je veux dire, il y a un moment où ça devient nos habitudes de travail et on le fait de façon intuitive. C'est nos habitudes de travail, puis c'est nos habitudes habituelles de langage, tout simplement, de communication aux autres, parce que c'est ce qu'on fait dans la vie, hein. Le 5e, voire le 6e niveau, c'est le saupoudrage. Pourquoi je dis 5e, voire 6e, c'est qu'on peut faire un saupoudrage simple ou double. Hein, vous savez, c'est-à-dire que dans ces cas-là, si vous saupoudrez en écrit, bah, vous mettez, y a du normal, il y a du gras et puis il y a de l'italique. Du coup, vous êtes sur plein de niveaux de langage différents. Moi, le double, j'ai plus de mal. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je parle d'une façon totalement bizarre je monte en aigu, puis je monte en... ça ressemble à rien. Donc, j'ai plus de mal personnellement à passer en double. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. C'est faisable, hein. Sur le papier, c'est faisable, mais dans le parler, je trouve que c'est moins facile à inclure de façon vraiment naturelle et fluide. Donc, généralement, moi, il y a rarement 7 niveaux. Généralement, ça s'arrête là. Enfin, il n'y a pas le 6e en tout cas. Et le 7e niveau, ou le 6e, du coup, c'est l'intention. L'intention qui est une intention de transformation et de changement, hein. C'est l'esprit général de l'histoire. Donc ça, c'est là, de toute façon. D'accord? Donc le but du jeu, ça va être de construire ça. Effectivement, de construire des choses qui vont avoir du sens pour la personne. OK? Alors, je vais vous donner un exemple d'histoire isomorphique. Voilà, ça y est, ça part. Ça, c'était pour un enfant. Est-ce que je l'avais bien aimée, celle-là, puis elle avait bien marché, donc je vous l'ai retransmise. C'était un petit garçon, 4-5 ans, je crois plutôt 4, ou pas loin de 5, mais je crois qu'il ne les avait pas encore, pour un problème d'encoprésie. Donc, il se retenait de faire caca, surtout à l'école, et puis ensuite, il faisait n'importe où en se cachant à la maison. Alors, donc ce que je savais, il n'y avait pas de problème physiologique, c'était un petit garçon qui avait été propre. Il avait fait ses caca dans le pot ou aux toilettes sans problème pendant longtemps, il n'y avait pas eu de souci. Et ensuite, donc à la suite de cette période de propreté sans problème, il avait eu une gastro. Et à partir de là, donc il avait eu diarrhée, machin, et à partir de là, après la gastro, eh ben, tout était parti en cacahuète. Donc ça créait, donc la maman qui me l'amène, c'est une de mes clientes en fait, elle ne savait plus comment s'y prendre. Ils avaient essayé plein de trucs qui ne marchaient pas. Et puis, c'était entre colère et abattement. Hein, parce que c'est quand même chiant, les gamins qui se planquent derrière le canapé pour faire caca sur le tapis, c'est relou, hein. Franchement, c'est super relou. Donc, elle était très partagée entre vraiment la bienveillance, l'accueil, la douceur et des moments où juste, enfin voilà, on rentre d'une journée de boulot, il y avait un autre enfant plus petit à la maison, enfin, voilà, voilà. Donc, c'était compliqué. Du coup, moi, je m'étais dit, OK, alors ça s'est fait pendant avec ce petit garçon qui me racontait des trucs, tout ça. Voilà, au fur et à mesure, l'histoire s'est construite dans ma tête, à peu près. Voilà. Et le décor, je me suis dit, bon, un truc qui sent mauvais, du coup, qui est considéré comme sale. Du coup, il faut l'évacuer, ce truc sale. Je ne savais pas encore quoi, mais voilà. Je me disais, bon, il y a un truc de l'ordre le caca, c'est quand même le déchet du corps. Globalement, c'est à ça que ça sert, hein. Et donc, il faut bien évacuer ces déchets. Bon, nous, on a des toilettes, généralement. C'est comme ça que ça marche, souvent. Donc, voilà. Et du coup, voilà l'histoire que je lui ai proposée. Alors, je l'ai réécrite après, donc je ne l'ai sans doute pas racontée tout à fait comme ça, mais peu importe. Donc, il y avait un jour un jeune homme qui avait vécu toute sa vie dans les bois. Il avait été recueilli par tous les animaux de la forêt et il avait ainsi grandi heureux et libre en pleine nature. En grandissant, il se mit à avoir de plus en plus envie de retrouver, de rencontrer d'autres humains. Et ainsi, il se rapprocha de plus en plus du village qui était à côté de la forêt. Rapidement, d'autres jeunes gens le rencontrèrent et il devint ravi. Oh, j'avais sans doute enrobé un peu plus à l'oral, hein, je vous le dis. Il apprit le langage des hommes et il décida de s'installer dans le village. Ses nouveaux amis lui trouvèrent une jolie maison. Et ce jeune homme était très bonne compagnie. Il aimait beaucoup rire et faire la fête. Il avait découvert la musique et il adorait danser.
Il avait aussi appris à cuisiner, il préparait de merveilleux repas pour ses amis. Ainsi, très souvent, ses amis venaient passer la journée ou la soirée dans sa maison et tout le monde s'amusait beaucoup. Il avait des copains, des copines, mais aussi de vrais amis qu'il aimait vraiment beaucoup et pour toujours. Alors que les semaines passaient, il se produisit quelque chose. Une odeur assez désagréable commença à se propager dans la maison du jeune homme. Et ça sentait de plus en plus mauvais au fil des jours. Tout le monde l'aimait beaucoup et personne n'osait lui en parler. De moins en moins de personnes venaient à ses fêtes et cela rendait le jeune garçon très malheureux. Un jour, au beau milieu d'une journée ensoleillée et chaude, sa meilleure amie lui rendit visite. Elle s'assit face à lui, dans l'odeur nauséabonde de la maison, et se permit de lui en parler. Elle lui expliqua que tout le monde l'aimait beaucoup, mais qu'il y avait un problème d'odeur dans la maison, et que c'était tellement désagréable que beaucoup préféraient ne plus venir, et que cela rendait triste tout le monde. Le jeune homme se sentait honteux que tout le monde ait remarqué cette affreuse odeur. Il se mit à pleurer. Il était en colère aussi. Il aurait tellement voulu que personne ne remarque rien. Mais son ami le rassura et lui demanda de lui expliquer ce qui se passait. Alors le jeune homme se leva, demanda à la jeune fille de le suivre et se mit à ouvrir, honteux, tous les placards, armoires, tiroirs de la maison. Tout était rempli de déchets, des emballages, des restes de nourriture, du verre cassé. En fait, le jeune homme avait caché là tous les détritus de toutes les fêtes qu'il avait organisées. Il était désemparé, il avait tellement honte. Lui qui avait une maison si propre, si jolie, si bien décorée, il trouvait tous ces déchets horribles. La jeune fille le rassura. Elle alla chercher chez elle des sacs poubelles et elle lui montra comment les utiliser. Ainsi, ils ramassèrent ensemble tous les déchets dans des sacs. Puis, la jeune fille lui montra où se trouveraient les conteneurs à poubelles. Elle installa même un composteur derrière la maison. Elle lui expliqua que les emballages seraient triés, utilisés à fabriquer de nouveaux emballages, que les déchets de nourriture mis au compost deviendraient un terreau très riche pour le jardin et que les sacs poubelles noirs seraient eux emportés et traités par une entreprise spécialisée. Ils aérèrent la maison, ils nettoyèrent les placards, les tiroirs et les armoires, et la maison du jeune homme redevint un endroit très agréable. Et à partir de ce jour, il mit les déchets au fur et à mesure dans le composteur, dans le sac à emballage ou dans le sac poubelle, et dès que celui-ci était plein, il allait le déposer dans le conteneur. Les fêtes reprirent et il fut parfaitement heureux. 3 jours plus tard, le petit recommençait à faire ses besoins aux toilettes et c'était réglé. D'accord? Donc là, c'est raconté de façon assez enfantine parce que c'était un gamin. Après, on adapte forcément. Mais voilà, l'idée, c'était ça. C'était en gros le décor. Et c'était la maison propre, agréable, etc. Voilà, il y avait une question de nouveauté parce que c'était assez nouveau pour lui d'avoir ce comportement-là. Donc, je me suis dit, voilà, moi, j'avais pas envie de coller trop à son histoire de il s'est passé quelque chose qui a fait que. On est reparti de quelque chose d'un peu neutre, on va dire. Donc, le petit garçon, c'était lui. Ses amis, je précise qu'il l'aime vraiment, qu'il y avait vraiment des vrais amis qu'il aime pour toujours. Pour moi, ça, c'était les parents. Qui, malgré le fait que parfois c'est un peu compliqué, ben, ses parents seront toujours là pour lui et l'aiment très fort. Et voilà, le caca, voilà, les déchets me semblaient, voilà, c'était facile comme transposition. Ça aurait été avec un adulte, ça serait vu un peu plus. Hein. En même temps, un adulte qui vient pour un coprésis, ça ne doit pas être tous les 4 matins. Mais en tout cas, ça permettait d'avoir quelque chose qui colle. Et pour un enfant, où je ne crois pas qu'il ait vu du tout le rapport avec son histoire. Oui, je réfléchis si ça arrive d'inclure le pourquoi. Non, je crois pas, sauf si vraiment, j'imagine que ça a dû déjà m'arriver, mais je n'ai pas d'exemple en tête, où je sens que moi, j'identifie une cause qui me semble intéressante à mettre en lumière et du coup, de façon symbolique, je vais peut-être la glisser quelque part. Parce que ça m'arrive de travailler. Moi, j'aime beaucoup le livre de Jacques Martel sur le dictionnaire des malaises et des maladies. Et du coup, bah voilà, ça permet parfois d'identifier des causes émotionnelles. Donc, je pense que ça a dû m'arriver dans des métaphores de glisser le peut-être bien que. Il est possible que.
C'était peut-être même pour ça, mais il ne savait pas trop lui-même, ce héros. Tu vois, je pense que j'arrive pas, là, j'ai pas de trucs qui me reviennent en mémoire où ça a été le cas, mais je pense que ça m'est arrivé. Je pense à une histoire qui m'est arrivé de raconter sur la nourriture justement compulsive. Euh, voilà, où là, je vais parler des causes là, sur la nourriture, par exemple. C'est un truc que j'avais créé pour une personne qui avait des compulsions alimentaires. Alors, souvent, moi, j'ai pas mal d'histoires de métaphores isomorphiques que j'utilise soit en anecdote, soit en métaphores isomorphiques. C'est-à-dire que je vais les placer à des endroits différents selon les personnes. Soit ça va être effectivement en vraiment façon anecdote. Du coup, la façon de la raconter va pas être tout à fait la même. Soit je la glisse dans le travail thérapeutique en hypnose. Donc là, je l'ai écrite sous forme d'anecdote, mais ça m'est arrivé de l'utiliser en métaphore isomorphique pendant le travail. Et c'était, je vous le dis, voilà, je ne sais plus pourquoi je pensais à ça, mais je ne sais pas si vous avez vu cette histoire là de cette peintre, une jeune fille, genre, je ne sais plus, peut-être qu'elle était de Moldavie, je ne sais plus, on l'appelle la marchande de couleurs. Cette fille a une histoire incroyable. Elle a eu une enfance vraiment difficile, vraiment malheureuse et seule. C'est là que du coup, là, parce que c'était quelqu'un qui avait eu une histoire elle-même difficile, etc. Donc ça permet l'identification. Donc la cause, si tu veux, je l'ai placée un peu là, mais c'est tout. Elle a même vécu dans la rue alors qu'elle était encore petite fille. Et puis à l'adolescence, elle a découvert la peinture. Elle a apparemment un don vraiment particulier pour les couleurs, une façon de les mélanger, de jouer avec elles. Du coup, elle a commencé à créer des œuvres incognito dans sa ville. Sur les murs gris, elle étalait les couleurs, des couleurs extraordinaires. Ses peintures sont d'une gaieté et d'une douceur incroyables. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. On a commencé à lui faire des commandes qu'elle honorait et ainsi elle a rapidement eu une grande renommée. Elle a pu avoir un appartement très spacieux qui lui servait aussi d'atelier, un immense loft aux murs bruts. Sauf que ce qu'elle racontait dans le reportage que j'ai vu, c'est qu'au-delà des commandes, elle s'était mise à tout peindre. Elle portait des vêtements très colorés qu'elle customisait elle-même. Dans son appartement, les murs, comme les meubles, étaient recouverts de peintures éclatantes. Et elle continuait sans cesse, elle passait et elle repassait, au point que ses amis avaient du mal à supporter son appartement. C'est beau, hein, les couleurs, mais là, c'était vraiment trop. Et elle explique que pour elle, c'était presque compulsif de mettre de la couleur. Elle voyait bien que ses amis avaient du mal, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Et elle explique aussi qu'un jour, elle ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, mais elle s'est réveillée et c'est comme si elle avait vu son appartement tel qu'il était vraiment. Elle en a presque eu la nausée. Elle est sortie prendre l'air, très secouée. Des amis l'ont accueillie. Elle explique que c'est comme si elle avait eu alors le besoin irrépressible de tout laisser sortir. Elle a alors parlé de son histoire et elle a beaucoup pleuré. Ça lui a fait tellement de bien, c'était libérateur. Elle a pris une pause dans ses commandes et puis elle a vidé son appartement. Elle a tout enlevé. Elle a repeint tous les murs en blanc. Elle a poncé tous ses meubles. Et ensuite, elle a pris le temps de sentir vraiment ce dont elle avait envie. Et elle s'est rendue compte que tout était beaucoup plus calme à l'intérieur d'elle. Elle a peint quelques tableaux pour elle cette fois et elle les a accrochés dans son appartement. Toujours colorés, hein, parce que c'est vraiment ce qu'elle aime et ce qui est bon pour elle. Mais c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste. Et elle explique que maintenant, elle profite vraiment de ces belles couleurs, alors qu'avant, elle ne les voyait même plus. Et sa garde-robe a complètement changé. Elle s'y sent beaucoup mieux. Donc là, tu vois, sur une métaphore comme ça, tu peux inclure des causes que tu as identifiées euh, qui vont te permettre, là, ce qui m'intéressait en l'occurrence, c'est que ça permettait d'inclure le fait qu'il y avait cet accueil nécessaire de ces émotions. Donc, ça permettait d'amorcer le travail qu'on allait faire ensuite. De démarrer par là, c'était quelqu'un qui voulait vraiment, elle venait vraiment pour les compulsions et rien d'autre. Bon, quand c'est comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, ça permettait à la fois de travailler sur le fond, enfin de travailler sur le comportement et de semer la graine pour aller voir la suite. Ce qui a permis d'ouvrir la porte ensuite, d'aller travailler sur l'enfant intérieur, etc. Donc tu peux le faire aussi comme ça. Mhm. Alors, ils les suivent au sens, alors, c'est pas forcément les suivre dans l'ordre, mais Ah, l'idée, c'est d'avoir globalement je trouve ils sont aidants pour construire. C'est-à-dire que si tu sais pas trop comment construire ta métaphore, de dire, attends, je commence par quoi? Ok, les niveaux logiques, l'environnement, c'est quoi de la personne?
Tu vois, c'est surtout ça. Les niveaux logiques, ils vont être utiles pour la construction en te disant quand tu sais pas trop par quel bout, il y a pas une idée tout de suite. Attends, c'est quoi l'environnement de la personne? Ok, il y a ça. Elle travaille, elle fait ça, machin, nanan, qui, quoi, comment. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son comportement? C'est peut-être le comportement qui pose problème, mais peut-être pas. C'est peut-être plus haut, hein. Moi, j'en sais, peut-être une croyance qui pose problème. Donc, tu vois, ça te permet, toi, de monter pour te dire, de faire tes copies, enfin, tes copier-coller, tes copier, pas coller, justement. D'identifier le niveau de la personne, l'endroit où ça pose problème pour elle, et de se dire, moi, là-dedans, je vais transposer ces différents niveaux-là dans mon histoire. C'est surtout à ça que ça te sert. De rien oublier, on va dire, dedans.